Bonjour à tous, mesdames, messieurs. C'est vous qui me faites un honneur de m'inviter. Je suis vraiment ravi d'introduire cette réunion aujourd'hui avec vous dans ce ministère et dans cet amphithéâtre qui s'y prête très bien. Et vous l'avez souligné, ce qui témoigne d'une longue période d'activité, cette 30e journée nationale de prévention du suicide. Cette longévité, elle témoigne d'une mobilisation constante, collective et profondément nécessaire. Elle dit aussi quelque chose de notre détermination commune. Et je sais les relations que vous avez avec mes services. Ne jamais considérer le suicide comme une fatalité, mais comme un enjeu public sur lequel nous pouvons et devons agir. Je veux d'abord saluer l'Union nationale de la prévention du suicide, son président, Fabrice Joland, ravi de faire votre connaissance. Je sais que vous avez été nommé récemment à la tête de cette union, ainsi que l'ensemble des associations fédérées. Votre engagement au quotidien, qu'il s'agisse d'écoute, d'accompagnement, de prévention, c'est un médecin de prévention qui vous parle, d'intervention de proximité et de soutien aux proches endeuillés, constitue un maillon essentiel de la prévention du suicide dans notre pays. Vous êtes bien souvent les premiers témoins, les premiers soutiens, parfois les seuls interlocuteurs d'une personne en détresse. Votre action complète et enrichit l'action publique en maintenant vivante une culture de prévention au plus près des réalités humaines. Chaque année, cette journée est l'occasion de faire le point d'étape sur l'état des connaissances, sur les tendances statistiques, ainsi que sur les actions engagées dans le cadre de la stratégie nationale de prévention du suicide. Je remercie à ce titre l'Observatoire national du suicide et la DREES qui nous présenteront dans quelques instants des travaux consacrés aux inégalités sociales et territoriales des gestes suicidaires, un sujet majeur au cœur de la compréhension des risques et des réponses à construire. Nous le savons, le risque suicidaire n'est pas réparti de façon homogène dans la société. Le niveau de vie, l'accès aux soins, la précarité, l'isolement, l'environnement professionnel, les vulnérabilités psychiques précoces, tout cela façonne des écarts qui ne sont pas acceptables. Les données présentées cette année viennent à nouveau confirmer cette réalité, déjà très présente dans nos travaux et dans la stratégie nationale. Ces données s'inscrivent dans un contexte qui demeure préoccupant. En 2023, 8 848 décès par suicide ont été enregistrés dans notre pays, un niveau globalement stable, mais toujours trop élevé. En 2024, plus de 97 000 hospitalisations pour gestes auto-infligés ont été recensées, une hausse par rapport à 2023. Les jeunes, en particulier les jeunes filles, les jeunes femmes, sont les plus touchés par cette progression, avec des taux d'hospitalisation parmi les plus élevés et en augmentation. À cela s'ajoutent des transformations rapides de nos environnements de vie, comme l'exposition aux réseaux sociaux, la circulation de contenus déstabilisants, avec de nouvelles interactions, comme les outils numériques, des agents conversationnels fondés sur l'intelligence artificielle. Ces évolutions peuvent amplifier les vulnérabilités psychiques, notamment chez les plus jeunes, et appellent à une vigilance renforcée. Nous avons collectivement obtenu en 2025 à ce que la santé mentale devienne, vous le savez, la grande cause nationale, et cet engagement a été reconduit en 2026, et c'est un signal politique assez fort. Pourquoi ? Parce que cette reconnaissance met la santé mentale au cœur du débat public, renforce la lutte contre la stigmatisation et légitime les investissements dans la prévention, l'accompagnement et l'accès aux soins. Elle nous aide aussi à porter un message clair. La santé mentale fait partie intégrante de la santé globale et concerne chacun d'entre nous à tous les âges de la vie. Depuis plusieurs années, grâce aux travaux menés ensemble, nous pouvons nous appuyer sur des réalisations tangibles. Le 3114, bien évidemment, continue de monter en puissance. Il reçoit aujourd'hui près de 2000 appels quotidiens et s'est imposé comme un dispositif incontournable, accessible 24/24 et 7/7 pour les personnes en souffrance et leurs proches. Son articulation avec les lignes d'écoute bénévoles s'est consolidée depuis la charte de valeurs communes signée en 2023 et grâce au dialogue continu mené depuis.
Également, le dispositif vigilance déployé dans la quasi-totalité des départements a démontré son efficacité et l'évaluation conduite par Santé publique France montre une réduction d'environ 40% de risque de réitération chez les personnes accompagnées. Nous poursuivons désormais son adaptation pour des publics particulièrement exposés, les jeunes, suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, les personnes âgées ou encore les personnes détenues. Le plan national de prévention des phénomènes de contagion suicidaire, également, publié en 2025, structure désormais un cadre d'action pour anticiper, prévenir et gérer collectivement ces situations sensibles. Il mobilise les agences régionales de santé, les professionnels, les acteurs de terrain et les collectivités et bénéficie de financements dédiés. Je souhaite souligner ici la contribution permanente de l'UNEPS et de ses associations partenaires comme Phare Enfants Parents dans l'élaboration de ce plan. Leur expertise a été particulièrement précieuse pour construire un outil ancré dans les réalités du terrain, tenant compte de la diversité des situations ainsi que des besoins des personnes endeuillées par le suicide. Et je souhaite également dire un mot des actions engagées pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Depuis 2023, le pilotage de la stratégie a été renforcé au sein d'un comité unique, ouvert à l'interministérialité, puisque la santé mentale, le suicide est vraiment un domaine de prévention de l'interministérialité et pas uniquement du ministère de la Santé. Les inégalités ne relevant jamais d'un seul déterminant, un pilotage élargi permet de mieux comprendre les trajectoires de vulnérabilité, d'éviter les réponses partielles ou cloisonnées et de construire des actions pour agir en amont, avant la crise. Également, nos dispositifs ont également été adaptés pour répondre plus efficacement aux pouvoirs publics, aux besoins des publics les plus vulnérables. Tout d'abord, l'adaptation de vigilance, comme évoqué précédemment pour les jeunes et la PJJ, les personnes détenues et les personnes âgées. Les modules de formation Sentinelle du groupement d'études et de prévention du suicide, le GEPS, déclinés par Nightline et les étudiants et par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole pour le monde agricole. Mise en accessibilité du 3114 aux personnes sourdes, aphasiques ou présentant des troubles de l'élocution, avec une opéralisation prévue à l'horizon 2027. Les associations contribuent également à cet effort. Plusieurs d'entre elles, en particulier Empreinte et la Fédération européenne Vivre son deuil, ont fait évoluer leurs pratiques pour mieux intégrer les déterminants sociaux dans leur action et accompagner les publics les plus éloignés des soins ou les plus exposés aux risques. Enfin, nous agissons également en amont, notamment à travers le développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge et les travaux sur la prescription sociale qui permettent d'agir sur les déterminants sociaux et la santé au-delà des seuls dispositifs de prévention du suicide. Alors au-delà de toutes ces avancées concrètes, il est désormais essentiel de prendre du recul sur l'ensemble de la stratégie. C'est pourquoi nous avons saisi le Haut Conseil de la santé publique, qui m'est cher, vous le savez, puisque j'occupais la présidence de cette instance d'expertise les 3 dernières années avant de rejoindre la DGS récemment en juillet dernier. Et nous l'avons saisi, le HCSP, pour conduire une évaluation globale de la stratégie nationale de prévention du suicide. Le rapport attendu d'ici mars 2027 nous permettra de tirer le bilan de cette année de mise en œuvre, d'en analyser les forces, mais également les limites, et d'identifier les orientations nécessaires pour la suite. Donc la prévention du suicide exige de la constance, de la coordination, de la lucidité et de l'engagement, mais je crois que vous en faites preuve depuis de longues années. Elle nécessite l'alliance des savoirs scientifiques, des acteurs de soins, des institutions, des associations, mais aussi des personnes concernées. Je veux vous remercier très sincèrement pour ce que vous portez. Notre responsabilité collective est immense, mais nous savons désormais, grâce à la recherche, aux dispositifs, aux associations et à l'expérience du terrain, que la prévention fonctionne, que des vies peuvent être sauvées et que chaque maillon du réseau compte.
Je vous souhaite une excellente journée. J'ai pu regarder le programme de votre journée juste avant de descendre et vous rejoindre. Je vous souhaite donc vraiment des échanges très, très, très riches, très fructueux, un travail collectif également fructueux. Et je vous remercie de continuer avec nous à porter cette ambition, faire reculer le suicide en France durablement et ensemble. Merci infiniment pour votre accueil et votre attention.